Alors aujourd'hui nous allons parler comme tous les lundis du chapitre de Nanatsu no Taizai, les Seven Deadly Sins. Alors dans ce chapitre nous allons nous concentrer un peu plus sur Elisabeth et sur Lane. Et je suis un peu déçu. Bon allez non en fait je suis content et un peu déçu. Déçu parce que le chapitre pour moi quand j'ai terminé j'étais là, quoi c'est tout? Voilà, c'était un sentiment de manque. Et en fait, quand j'y repense, maintenant, c'est certainement dû au fait que la semaine passée, on a eu deux chapitres qui étaient tous les deux excellents. Et là, on se retrouve juste avec un mise au point avec Elaine et Elisabeth. Bon, c'est pas très grave. L'important au final avec ce chapitre, c'est qu'on arrive donc à créer un lien entre Elisabeth et Elaine. Les deux personnages, les deux meufs, à justement Ban et Meliodas, les deux meilleurs potes avec leurs deux meufs. Voilà, tranquille. Euh, voilà, déjà première surprise évidemment pour Meliodas et Ban, c'est que justement leurs meufs participent au tournoi. Tous ceux qui rentrent dans le labyrinthe selon Gloxinia participent au tournoi. Et on avait Ban et Meliodas qui évidemment s'énervent directement contre Gloxinia, mais bon voilà, c'était assez clair, tu l'amènes dans le labyrinthe, tu l'amènes là, clairement qu'elle va participer, tu vas pas faire, le méchant il va pas gentiment faire ah vous êtes des filles, ah mais non vous participez pas, mais putain elle est conne. Bref, donc du coup Elisabeth et Hélène participent. Alors je vous avais dit la semaine passée que si elle devait affronter quelqu'un, ce sera forcément de la plebs, hein, donc des adversaires insignifiants qui sont surtout là pour faire briller Elisabeth et Hélène. Et c'est plus ou moins ça qui se passe, même si je pensais que ça allait être les deux démons, mais finalement je me dis qu'ils sont peut-être un peu trop forts pour elle. Donc on a des assassins d'un autre royaume qui s'avère être un ancien royaume allié du royaume de Lyonesse. Le problème c'est que par le temps les chevaliers sacrés, donc on va y payer, les ont on va dire soumis. Et donc du coup, voilà, ça la fait pas trop. Le truc c'est qu'à travers cette fight où justement Elaine arrive à botter le cul des deux assassins, Elisabeth pardon, arrive pour justement soigner celui qui a été vaincu. Bon, elle s'est fait mordre durant la fight par quelque chose, je crois que c'est un animal, j'ai oublié, qui était empoisonné et qui devait clairement la tuer. Mais elle s'est soignée, et clairement, bon, ça n'a pas été clairement montré, c'est vrai, mais elle s'est soignée. Et je suis assez satisfait de voir qu'elle arrive à maîtriser au moins ses pouvoirs de guérison. Parce que très souvent, ces pouvoirs de guérison, c'est genre le pouvoir d'un personnage qui n'arrive pas à les contrôler, qui arrive souvent dans les moments les plus catastrophiques. Mais là, le personnage justement arrive à maîtriser ce pouvoir qui est déjà assez abusé. D'ailleurs, ça c'est marrant que comme quoi... J'aimerais bien voir la réaction de Diane ou Matrona si elle voit le combat, comme quoi, ah putain, elle est capable de soigner quelqu'un, bah c'est bon, on l'embarque avec nous et on se tire quoi. Bon, voilà, maintenant... je dis ça, je dis rien. Bon, donc du coup, Elaine nous montre de quoi elle est capable avec ses pouvoirs justement toujours basés sur le vent. Déjà avec le nom de sa technique que je trouve super badass en anglais, qui est Zephyr... Ouais, j'ai oublié. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié le nom, mais c'était un nom super stylé en anglais. Et voilà, Zephyr Imperial Wrath, donc la colère impériale de Zephyr ou du vent, enfin peu importe comment vous voyez ça, mais j'ai trouvé ça super stylé. Bref, du coup, ça me rappelle, c'est vrai que Hélène était la protectrice, la gardienne, donc de la forêt sacrée, la forêt du roi des fées, voilà, pendant l'absence de Ban, et du coup, elle a arrêté des armées, des brigands pendant des années et des années et des années, donc la meuf sait quand même se battre un peu, c'est une bonne chose. Bon, on l'avait vu en même temps à l'œuvre face à Jericho, et pendant un instant, je pensais qu'en fait, s'il était aussi forte que ça, techniquement, c'était parce qu'elle était possédée, qu'elle était donc ressuscitée plus forte, comme elle était mentionnée par Miracella quand il ressuscitait les morts. Mais la meuf est quand même puissante. Donc elle arrive justement à se débarrasser des assassins qui s'étaient justement volatilisés en effaçant leur présence, mais ils ont oublié que Lane était capable de ressentir justement les mauvaises intentions et donc lire un peu dans le cœur des hommes. De ce fait-là, même si vous ne dégagez absolument rien, enfin si vous n'avez aucun bruit, aucune odeur, vous allez quand même vous faire repérer par Elaine. Bon voilà, c'est juste pour décrire ça. La fin du chapitre est certainement donc... la fin du chapitre est donc Elaine et Elisabeth qui deviennent copines et qui parlent un peu de leurs mecs respectifs en disant putain lui je sais pas ce qu'il pense, lui on sait pas non plus à quoi il pense. Voilà, bon bref, le chapitre se termine là-dessus, en soi, pas vraiment de grosses scènes super mémorables, mais un chapitre qui est surtout là pour un peu... raffermir les liens entre les meufs du groupe. Et ce qui me fait dire que justement, Hélène va définitivement, je pense, intégrer la team, enfin rester dans le groupe. Ça fait quand même beaucoup de personnages hein, quand on y repense. Et je me demande comment justement Nakaba va gérer tous ces personnages-là. En soi, ils sont pas tous des personnages très importants dans l'histoire. Je veux dire, par exemple, Shredder, il n'est pas si important que ça pour l'histoire. Pourtant, il est là. Donc, on va voir comment Nakaba va se débrouiller pour ça. Surtout que Stark aussi était en grande partie enfin, pratiquement depuis le début, consacré à Diane. La meuf, elle allait avoir à King son amour, elle perd sa mémoire, retourne vers voir Matrona, on voit son passé, elle descend d'une grande famille guerrière, maintenant comme elle a perdu la mémoire, elle va participer à ce tournoi, va maîtriser, va certainement affronter Dolor. Voilà, donc beaucoup de choses que doit faire Diane, outre maîtriser la technique donc de la danse de Dolor, celle de la danse de la terre, peu importe comment vous appelez ça. Et moi je voulais l'avoir surtout elle. M'attarder sur d'autres personnages évidemment c'est pas un si grand problème tant que ce sont pas non plus, c'est pas de la merde quoi. Je veux dire on va pas s'attarder sur le passé de chacun des participants du tournoi. Je veux dire parfois il y a des bons persos, il y a des persos intéressants, il y a des persos un peu chiants, il y a des persos qui sont cool mais que voilà qui doivent durer 3-4 chapitres. Je veux dire le samouraï par exemple, bon pourquoi pas, ok. L'autre là, le Gil Frost, bon c'est le frère certainement de Gil Hunter là, putain on peut plus douter. Donc on va voir comment ça se passe, mais bon.
Donc les gens, le chapitre se termine là-dessus, j'ai rien d'autre à dire personnellement, je pense que c'était assez vite lu. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des... Putain, j'arrive même pas à vous poser des questions qui rendent cette vidéo très intéressante, excusez-moi. Mais, euh, mais moi je me pose la question surtout, vu que maintenant les règles ont été établies pour le tournoi, parce que il est dit que même les coups de pute sont autorisés. Hein. Le combat s'arrête lorsque l'adversaire est mort, qu'il tombe du ring, ou qu'il est incapable de combattre. Et tout est autorisé. Les armes, n'importe quelle magie technique, et comme il est effectivement écrit, les coups de pute. Bon, je veux dire, vous pouvez tricher, quoi. C'est-à-dire que par exemple, Ban, il peut balancer une attaque de très loin. Enfin, les coups bas, voilà. Je sais pas si Ban peut participer, par exemple, et s'immiscer dans la faille de quelqu'un d'autre, mais les coups bas sont autorisés. C'est genre, voilà, je suis mort, bah en fait, non, je suis pas mort. Enfin, voilà. Et c'est important qu'il soit écrit, les coups bas peuvent fonctionner. Ce qui veut dire que certainement, on aura une scène où un gentil va avoir l'air de dominer, mais il va se faire avoir par son truc et il va perdre. Qui? Aucune idée. Et je me demande surtout où est Merlin. Voilà, je ne sais toujours pas où est Merlin, c'est la seule qui manque des Taisa, elle est toujours pas là, alors que putain c'est elle qui m'intéresse le plus avec Escanor. D'ailleurs je me dis assez marrant comme quoi Gloxinia et Delors franchement n'ont aucune idée, mais vraiment aucune idée qu'ils sont là, ils ont eu un compte à rebours au-dessus de leur crâne, hein, qui est en fait qui correspond au lever du soleil. Là franchement ils ont un compte à rebours, et quand ils vont quand le compte à rebours arrivera à zéro, que le soleil va se lever, putain ils vont se faire mais violer analement par, par Escanor. Putain, bref, je vais pas non plus revenir là-dessus, mais voilà. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé du chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain chapitre qui s'intitule comme quoi ceux qui ne peuvent pas abandonner ou ceux qui ne vont pas abandonner ou ceux qui n'abandonnent pas, je sais pas comment ça se sera traduit en français. Je sais pas à qui ça fait référence personnellement, ceux qui n'abandonnent pas. Bon, peut-être Gil Sander et Hauser, c'est pas sûr, ça j'en sais absolument rien. Ou alors Samouraï peut-être, ou Hendrickson, bon non, franchement je vois pas du tout. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine.